D'où vient la culture du clash interposé dans le rap? La provocation par morceau interposé, c'est l'une des bases du rap. Mais cette tradition du clash est bien antérieure à la discipline. Le rap a surtout permis de remettre en lumière, ou plutôt en son, des traditions de la culture afro-américaine. Dans les années 90, avec Tupac et Notorious Big, plus récemment avec Drake et Kendrick Lamar, mais aussi en France avec Booba et Caris, à grands coups de punchline rimées, toujours plus accusatrices. Chaque opposant cherche à montrer qui est le plus grand rappeur de la scène hip-hop de son temps. Ce genre de joute est fréquent, le clash fait partie de l'ADN du rap. En fait, le concept du clash est hérité d'un rituel d'insultes afro-américains qui s'est formé pendant l'esclavage, les Dirty Dozen. Les esclaves n'avaient pas le droit d'en venir aux mains, donc ils en restaient aux mots, parce que précisément, il y avait des bagarres entre esclaves, ça nuisait à la rentabilité, ça pouvait faire des blessés, etc. Si vous connaissez les Rap Contenders, ça va vous dire quelque chose. Sous forme de jeu, deux individus se lancent des insultes, principalement sexuelles, face à un public qui fait office d'arbitre et qui choisit son vainqueur en manifestant son enthousiasme. En se confrontant à l'oral, on évite donc la violence physique, et pour les participants, c'est une occasion de montrer leur talent d'improvisation de punchline. C'est un rituel totalement symbolique dans lequel toute violence physique est bannie. Celui qui en vient à la violence physique, d'une certaine manière, est reconnu comme le perdant. Au contraire, le vainqueur est celui qui arrive à avoir le dernier mot et qui combine rime affûtée avec des références à la communauté, histoire de ne pas insulter l'autre gratuitement. Dans les Dirty Dozen, l'insulter, c'est pour ça que c'est très proche du rap, est toujours rimé, scandé, adressé à l'autre, bien sûr, face à une communauté. Dans les années 70, le clash s'intègre au rap, nouveau courant artistique qui émerge à New York avec d'autres éléments de la culture afro-américaine comme le sampling. Le premier clash d'ampleur de l'histoire du rap, on l'appelle la guerre des Roxane. Pour faire simple, en 1984, un groupe nommé UTFO sort le morceau Roxane Roxane, l'histoire d'une femme qui refuse de céder à des avances. Plus tard, UTFO va poser un lapin au producteur Marley Marl qui avait invité le trio dans une émission radio. Pour se venger, ce dernier et la rappeuse Roxane Chanté vont répondre au groupe dans un morceau où Roxane donnerait sa version des faits. Résultat, 250 000 exemplaires de vendus pour Roxane Revenge, le tube de rap féminin qui lancera la guerre des Roxane. Plus de 100 morceaux alimenteront cette opposition pendant des années. Et cet événement appuie une autre caractéristique du clash, la surenchère. C'est le dernier qui peut plus poser de briques qui a perdu. Ou alors les deux reconnaissent que bon, on va passer à autre chose. Donc évidemment, c'est un épisode et on garde des éléments dans sa manche. Mais alors pourquoi est-ce qu'on clash dans le rap? Eh bien on distingue plusieurs fonctions. C'est quand même une fonction essentiellement ludique. Je crois que le plaisir qu'on prend à ce jeu est fondamental. Et c'est une fonction symbolique. À la fois. Sont symboliques au sens le plus linguistique du terme, l'aptitude à manipuler les mots et d'être le maître des mots. Malgré tout, il arrive que la fonction symbolique du clash soit parfois brisée et que les rappeurs en viennent aux mains, comme ce fut le cas en France entre les rappeurs Booba et Caris. On peut également rajouter à cela un aspect marketing. Pour l'opposition entre Kendrick Lamar et Drake, comme pour d'autres, le clash attise l'intérêt du public et booste les écoutes.